Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour le pot pourri du lundi en modèle 3. A tout de suite. Alors pour les nouveaux, le pot pourri du lundi, c'est l'occasion de faire un flashback, un retour sur ce qui s'est passé récemment sur la chaîne et puis de manière plus générale sur YouTube et sur les sites web autour des voitures électriques. Et comme la rubrique porte bien son nom, le pot pourri du lundi en modèle 3, je vais commencer par un sujet sur la i208. Je suis content parce que quand je regarde vos retours, quand je regarde les retours de ceux qui possèdent des i208, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas tellement planté avec Rémi sur nos feelings et sur ce qu'on a partagé avec vous. Quand on était sur le chat en live, j'avais plein de retours qui nous disaient « Ah bah oui, mais nous aussi, on a la même expérience, c'est exactement les mêmes points qu'on a relevés de notre côté. » Donc c'est bien, on n'est pas tant dans le faux que ça, donc c'est une première chose. Ensuite, sur ce sujet-là, je l'ai dit d'entrée de jeu, l'angle d'attaque du sujet était un peu cavalier. Comparer la i208 finition GT avec une 205 GTI, fallait le faire. On sait très bien que c'est pas une GTI, il n'y a rien à dire sur ça. D'ailleurs, Peugeot, on peut espérer, on peut penser, on peut attendre d'eux qu'ils finissent par sortir une finition peut-être GTI de la i208. Si jamais ils donnaient un petit peu plus de motricité, et peut-être que si jamais ils le musclaient encore un petit peu plus la voiture et qu'ils donnaient les styles qui vont bien pour le GTI, je suis certain que ça pourrait se vendre très très largement. Mais il se trouve que quand on s'est fait notre petit débrief avec Rémi, il m'a donné une idée que je voulais partager avec vous, qui serait d'avoir une vraie comparaison avec une 205 ou 205 GTI, donc d'avoir une espèce de parcours croisé. L'idée, ce serait d'avoir un abonné qui vienne avec son véhicule, avec sa 205, et qu'on puisse faire un comparatif de ressenti sur la route, dans le véhicule, la place, juste faire un clin d'œil à l'héritage qu'est la 205. On sait que c'est des voitures différentes, mais juste pour le clin d'œil, je pense que ça mérite. Et si on pouvait faire ça, ce serait super cool. Donc avis aux amateurs, avis aux propriétaires, si ça vous dit, si vous êtes en région parisienne, faites-moi signe et on verra comment se monter ça. Si vous vous intéressez à la i208, moi je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur Automobile Propre, sur le forum Automobile Propre, où vous pourrez trouver pas mal de retours d'expérience des utilisateurs. Et pour ma part, je pense que courant mars, je devrais faire mon bilan des 1 an de la i208. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas tant de surprises que ça parce qu'on s'est dit pas mal de choses quand Rémi était là. Il y a quelques détails en plus que Rémi n'a pas pu forcément pratiquer sur la petite prise en main qu'on a fait ensemble et j'en parlerai. Et pour en revenir au nom de la rubrique, donc le pot pourri du lundi en modèle 3, alors la semaine passée, je vous ai aussi proposé un sujet sur les réparations de carrosserie chez Albax à Paris. Je trouvais que c'était plutôt sympa et je suis content de voir aussi les retours, de voir que ça a intéressé du monde, que c'est un sujet, sans être un sujet sensible, c'est un sujet auquel on s'intéresse quand on a une voiture, savoir comment ça se passe quand ça se passe mal. Et à travers les commentaires, il y a quelque chose que j'ai retrouvé, que j'aime beaucoup avec le principe de nos vidéos YouTube et du partage, c'est qu'en fait moi j'arrive avec un sujet, j'arrive avec une idée et au final à travers vos commentaires, je vois que j'arrive aussi moi à apprendre des choses et à faire partager à la communauté. Donc c'est vraiment ce que je cherche à faire. Et en l'occurrence, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes, alors je ne sais pas si on peut dire nombreux, mais il y a quand même quelques personnes qui sont revenues vers moi pour me dire, écoutez, moi j'ai une Tesla, j'ai eu des soucis de carrosserie et je suis passé par un professionnel qui n'était pas agréé et ça s'est très bien passé. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut partager. Et limite, ce que je peux vous proposer de faire, c'est que si jamais ça vous est arrivé, vous pourriez partager votre expérience juste en dessous dans les commentaires et surtout mettre les coordonnées du prestataire, donc de carrosserie, que vous avez rencontré, qui a très bien fait le boulot sans être agréé. Comme ça, si ce prestataire est pratique pour certains d'entre vous, qui lisent ces lignes, et peut-être même qu'en tapant dans Google problème carrosserie Tesla, ils arriveront à votre commentaire,
et ils sauront qu'ils ne sont pas obligés d'aller suivant le parcours fléché de Tesla. Mais il y a quand même un avantage, alors si j'ai bien compris, hein, et si je ne me suis pas fait enrhumer, il y a quand même un avantage à passer par le réseau agréé, c'est que du coup, les prestataires en question ont les informations en direct de la part de Tesla sur les évolutions qu'il y a pu y avoir sur le véhicule. Il se trouve que Tesla fait pas mal de mises à jour de manière silencieuse sur la manière dont ils construisent la voiture. Donc vous pouvez avoir par exemple des points de fixation qui changent, des poignées qui changent. Et du coup, le centre qui est agréé, juste en mettant le VIN de votre véhicule, il aura toutes les informations sur votre véhicule en particulier. A priori, ça doit leur faciliter la vie et ça doit leur permettre de travailler de manière plus sereine et plus posée sur vos véhicules. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui travaillent en carrosserie, qui connaissent un petit peu ce sujet-là, mais qui n'hésitent pas à réagir dans les commentaires et qui me disent oui, c'est vrai, ça a du sens ou non. Bah non, nous, de toute façon, on a l'habitude de travailler avec tous les véhicules. Donc les infos de Tesla, on n'a pas vraiment besoin. Donc dites ce que vous en pensez, ce sera toujours intéressant. Autre chose que je voulais partager avec vous, les zéro émissions. Les zéro émissions, c'est un espace où on se rencontre entre passionnés, entre twittos, entre youtubeurs, entre utilisateurs de voitures électriques en live sur YouTube pour pouvoir partager nos avis et nos points de vue. C'est un concept qu'on a lancé il y a déjà une bonne année et je suis content de voir qu'à chaque fois qu'on en refait, il y a toujours du monde qui est là pour nous suivre à plus de, je crois, 250 en pic la dernière fois. À l'échelle de la chaîne, hein, c'est quand même beaucoup et je vous en remercie. Et je sens qu'il y a un intérêt parce que même quand on a déjà passé 2h30 de live, il y a toujours encore une centaine de personnes qui sont là derrière les ordinateurs à nous regarder et à nous commenter surtout. Hein. Ce n'est pas des gens qui sont endormis, c'est des gens qui participent. Donc je sens qu'il y a un intérêt et du coup j'ai envie de continuer de développer le sujet en donnant encore plus de temps au format. L'idée, ce serait de partir sur un format qui s'appellerait zéro émission version grande autonomie. Donc pour faire un petit clin d'œil à la dénomination des voitures chez Tesla, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et surtout pour montrer que en fait, ce sera une émission qui sera vraiment longue a priori. L'idée que j'avais en tête là, c'était de choisir 3 thèmes et sur chaque thème pouvoir facilement passer 1 heure. Et puis après, une fois qu'on a fait les 3 thèmes, à voir jusqu'où nous amènera l'émission. Et au lieu d'avoir un panel de jusqu'à 6 ou 8 personnes autour de moi, l'idée serait d'avoir un panel plus réduit pour pouvoir pousser chaque sujet avec des conversations un peu plus faciles. Donc disons, je ne sais pas moi, 3-4 personnes autour de moi, grand maximum, et ça simplifiera les échanges. Ça permettra sur 1 heure de vraiment rentrer dans chacun des sujets que je vais vous proposer. Et l'autre chose que je voulais pour ce format, c'était de vous permettre, vous abonnés, d'interagir plus facilement avec nous. Vous avez tous des expériences qui sont super intéressantes à partager et à creuser. Et je pense qu'il faut vraiment vous donner la possibilité d'interagir avec nous, de nous dire non, mais vous vous plantez, ou alors juste d'interagir pour dire, voilà, par exemple, pour aller dans votre sens, ce qui m'est arrivé. Ce que j'avais en tête pour pouvoir supporter ça, c'était d'avoir une solution du type Zoom Webinar. Avec Zoom Webinar, vous pouvez être une centaine d'abonnés qui pouvaient réagir un peu comme vous faites d'habitude dans le chat, mais qui pouvaient aussi, à un certain moment, demander la possibilité de participer en vidéo ou en audio. Donc ce sera réservé à une centaine de personnes, les premiers inscrits. Il faudra qu'on voit comment on arrive à monter ça. Et en parallèle, il y aurait toujours la diffusion en direct sur YouTube. Je pense que ça pourrait être un format assez sympa. On pourrait essayer de voir si on arrive à aussi incruster des sondages. Je sais que c'est possible à travers Zoom Webinar. Donc si vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant et quelque chose à creuser, donc d'avoir un format un peu long où on vous laisse un peu plus de place, dites-le moi dans les commentaires, c'est vachement important. Pour pouvoir le faire, moi je dois activer l'abonnement au webinar qui est un peu plus cher. Et l'idée, c'est que je le fasse si vraiment il y a un intérêt. Et par ailleurs, je vais mobiliser des gens qui vont donner de leur temps à chaque fois. Alors, je vous ai dit, il y aura un panel plus réduit pour chaque thème, pour chaque question. Et l'idée, ce serait peut-être que les intervenants changent en fonction des questions. Donc, à chaque fois, il y aurait 3 ou 4 personnes avec moi. Mais comme on va avoir 3 sujets dans la soirée, au tout, vous verrez défiler une dizaine de sommités du véhicule électrique autour de moi. Donc, il y a moyen de passer un bon moment. Pour passer à l'actualité, un premier sujet que je voulais partager avec vous, c'est une vidéo postée par Steven Peters
J'en ai déjà parlé de Steven Peters qui teste la conduite autonome sur Tesla. Et il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, il a épluché les évolutions de la réglementation en Allemagne au sujet de la conduite entièrement autonome. J'ai lu en entier, j'ai regardé en entier sa vidéo, c'est super intéressant. Ça dure une vingtaine de minutes. Alors c'est en anglais, mais il y a peut-être moyen de mettre les sous-titres en français, je n'ai pas vérifié. Et c'est super enrichissant. Ça permet de se projeter, de savoir à quelle échéance on pourrait éventuellement bénéficier de la conduite entièrement autonome. Ce sera intéressant de voir ce que fait l'Allemagne. Ça va permettre de tirer le marché de la conduite entièrement autonome. On reste vraiment les yeux braqués sur eux en ce moment. Allez voir la vidéo, je ne veux pas déflorer le sujet. Je pense qu'il y a vraiment un beau contenu à regarder. À travers sa vidéo, Steven Peters aborde même une application qu'on pourrait avoir pour Starlink, donc le système de satellite mis en place par Elon Musk pour pouvoir fournir au sol de l'Internet haut débit. Il y a une application intéressante liée à la conduite entièrement autonome dont Steven Peters parle. Donc c'est très très intéressant. Deuxième sujet que je voulais partager avec vous, c'était une vidéo de Tesla Alsace qui avait des soucis pour recharger. Il n'était pas chez lui et je trouvais que c'était une expérience intéressante à partager à deux titres. La première chose, c'est quand vous allez commencer à programmer vos voyages d'été, vous allez être de plus en plus nombreux, notamment en Model 3, à voyager l'été. Si vous allez dans un coin un peu isolé et que vous comptez sur la recharge sur votre lieu de destination, que ce soit une maison d'amis, une maison de vacances, il faut savoir que dans certains cas, ça peut ne pas fonctionner. Donc c'est super d'avoir l'expérience de regarder ça, de comprendre ça et de pouvoir s'y attendre et avoir un plan B, un plan C derrière. Donc c'était bien pour ça, mais ça m'a aussi fait penser que le parrainage, c'est pas que un lien que vous utilisez d'un parrain pour avoir les 1500 km de charge gratuite. Le parrainage, ça peut aller plus loin et je trouve que là où c'est encore plus sympa, c'est quand on a l'occasion de faire le parrain venir chez soi et si on habite en maison individuelle, pouvoir valider qu'avec la Tesla que vous allez acheter, vous allez pouvoir charger chez vous sans le moindre souci. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans la relation parrain-filleul pour vérifier ça et être sûr qu'au moment de la réception de la voiture, tout va fonctionner comme vous l'attendez. Alors ça marche pas mal avec Tesla parce qu'il y a le système de parrain-filleul, mais je suis convaincu que même dans l'univers Renault avec la Zoé ou dans l'univers Peugeot, ça doit être possible de faire ça et de se rencontrer et de tester avant la réception de la voiture que tout est prêt pour qu'on puisse charger la voiture dès le premier jour à son arrivée. Belle expérience celle de Tesla Alsace sur le sujet. Allez voir sa vidéo pour avoir le fin mot de l'histoire. Troisième sujet que je voulais vous partager, c'était une série de vidéos d'univers Tesla, dont un live où il a expliqué sa position. Il a vendu sa Model 3 après pas tant de temps que ça. Et je trouve que l'approche est super intéressante. Vous l'avez peut-être même déjà vu cette vidéo. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous et allez la voir. Et il se trouve que Marc vient tout juste de recevoir sa toute nouvelle voiture. Alors je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il a commandé comme voiture, je ne vous dis pas qu'est-ce qui est arrivé. Allez voir sur sa chaîne, vous aurez toutes les infos. Et le dernier sujet que je voulais voir avec vous, c'est un sujet qui concerne l'hydrogène et ses capacités à nous aider contre le dérèglement climatique. Alors on en parle énormément dans les médias, dans le monde politique de l'hydrogène. Il se dit tout et son contraire à ce sujet-là. Et quand j'ai vu cet article, j'ai cliqué dessus. Je vous mets le lien là dans la description. Ce que j'ai aimé avec cet article, c'est qu'il pousse à se poser des questions et à tirer encore davantage les ficelles pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et cet article parle également d'une application hydrogène dont on ne parle pas tellement chez nous en France, mais qui semble être beaucoup plus développée au Royaume-Uni. C'est la chaudière via hydrogène, donc pour chauffer une maison, pour chauffer de l'eau. On n'entend pas parler chez nous, mais j'ai entendu plusieurs personnes qui vivent au Royaume-Uni qui me parlent de ce sujet qui est évoqué chez eux. Ce qui est quand même dommage avec cet article, c'est qu'il fait se poser des questions, mais on ne peut pas vraiment l'utiliser comme source fiable d'information. On ne peut pas en ressortir en disant on est informé, parce que je trouve qu'il manque quand même pas mal de sources. D'ailleurs, Didier de Choucroute de Garage avait fait un numéro sur ça, sur l'importance des sources et le fait que les sources, des fois, c'est même plus important que l'article qu'on est en train de lire. Et je reste un peu sur ma faim sur cet article à cause de ça, le manque de sources. Dans le débat hydrogène contre voiture électrique,
ça manque un peu souvent les sources bien étayées. C'est souvent des débats un peu passionnés ou des débats partisans hein, de ceux qui veulent vendre une ou l'autre des solutions. Mais au moins, je pense que cet article permet de se poser des questions et donne envie de creuser un peu plus pour voir ce qu'il y a derrière. Il y a encore plein d'autres choses que j'ai vues, mais je ne peux pas faire une revue de presse d'une demi-heure. Donc ce sera tout pour ce pot pourri du lundi et je vous dis à la prochaine en électrique.